Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Oh, mais il y a des têtes que je Eh, connais. Hello. Salut Hello! Guillaume. Salut Guillaume! Salut, salut. Salut Guillaume! Et Allez! bonjour à tous. Salut. Hop, Bonjour! Salut! hello. Hey. Alors, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Midi 17, je vais essayer de pas démarrer, on va essayer de démarrer. J'ai plein de choses à vous raconter. Autant vous dire qu'une heure et demie pour parler de séduction, de désir, d'amour, thème ô combien fascinant, mais ô combien riche et ô combien difficile de se limiter. Et ceux qui me connaissent déjà savent que je peux de temps en temps avoir une petite tendance à déborder un peu. Donc, je vais essayer de tenir le délai sur une heure et demie, et éventuellement une petite heure 40 éventuelle. Mais effectivement, essayer d'aborder un petit peu tout ça ensemble. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Je vais laisser encore quelques instants avant qu'on puisse démarrer. Déjà, est-ce que chacun, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau du partage d'écran, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Bien. Oui, Super. Hop, Oui. impeccable. Je vois que ça arrive encore. Hop là. J'essaie juste d'admettre les personnes dans le call autant que je peux avant qu'on débute. Parfait. On est, je ne sais pas combien, on est un peu plus d'une soixantaine là, connectés. Pour éviter les bruits parasites, je vous invite tous à désactiver votre micro. On va, oula, il y a encore un paquet qui arrive. Hop, donc à tous désactiver votre micro. Et ensuite, si jamais il y a des questions ou s'il y a des choses, à ce moment-là, je vais prévoir des moments pour que vous puissiez effectivement poser les questions que vous souhaitez, sachant que je sais que le sujet soulève énormément de questions. Il y a énormément de vécus qui vont différer des uns par rapport aux autres. Également, sur toutes, donc là, les exemples que je vais donner, et je vais m'appuyer sur un discours plutôt hétérosexuel, sachant que toute la communauté LGBT est bienvenue et la bienvenue bien évidemment. Les mécanismes de fond restent très sensiblement les mêmes. Je signalerai à certains moments quand on a des facteurs qui peuvent différer. Il y a 65 participants. Yes, merci Paul. Effectivement, ça grimpe, j'essaie d'accepter au fur et à mesure. Donc voilà, je vous signalerai quand il y a des petits facteurs comme ça qui peuvent différer. Il y a également beaucoup plus d'études qui ont été menées sur les hommes que sur les femmes. C'est un scandale, je suis d'accord avec vous. Mais je ne manquerai pas aussi de citer tout ce que je peux au niveau de la communauté féminine. Ça, on va voir qu'on va, on va passer notre temps à faire des parallèles. Je n'hésiterai pas non plus, et non par sexisme, à aller parfois dans la caricature, mais tout simplement pour grossir le trait de certains facteurs, pour simplement les mettre en contraste. N'y voyez absolument pas aucune forme de sexisme, loin de là, bien évidemment. Ben, je pense, hein, hop, ça a l'air de se calmer un petit peu côté entrée, et je pense que nous allons pouvoir démarrer. C'est bon pour tout le monde? C'est OK. Ouais. Guillaume, j'ai une petite Oui. question. Est-ce Yes, qu'il va y avoir un replay? Parce que je vois que c'est oui, enregistré. tout D'accord. à fait. Ah oui, j'ai oublié de préciser. D'ailleurs, la session, vous avez tous reçu une petite fenêtre vous signalant effectivement que cette visioconférence est enregistrée. On est dans le cadre des visioconférences mensuelles de BMO. C'est un nouveau format que nous lançons, où on va avoir un nouveau thème tous les mois. Je peux déjà vous annoncer le prochain, sachant que ceux qui me connaissent, j'aime bien avoir une petite pointe de provocation. Donc, on va plus tourner côté management et RH, avec pour sujet, est-il encore possible aujourd'hui d'avoir des équipes autonomes, euh, motivées et responsables? Donc ça sera notre thématique pour le mois de mars. Donc, ces visioconférences seront accessibles en replay, à la fois pour ceux qui font déjà partie de la communauté BMO, pour les praticiens et maîtres praticiens, et les initiés d'ailleurs. Vous les retrouverez dans vos espaces membres. Elles seront également accessibles en front sur le site dans la partie recherche et découverte. Et il y aura également une version qui sera sur ma chaîne YouTube. Bonjour Mélinda, je me permets de désactiver ton micro. Hop là, good. Allez, on est parti. On a Payo qui nous rejoint. Et une petite heure et demie ensemble. Thématique et pas des moindres, 50 nuances de neurosciences, spécial Saint-Valentin.
Commençons par le début, au moment où nous marchons dans la rue et où nos regards se croisent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, dans une rencontre, quelle qu'elle soit, nous avons un vécu particulier. Nous avons un vécu subjectif des choses. Généralement, ce que nous vivons, c'est un croisement de regards amené par nos sens, en l'occurrence la vue, et nous prenons conscience quelque chose qui se passe. Ce fameux waouh. Ça, c'est le vécu subjectif. Mais notre cerveau, on a rarement vu une connexion les yeux, la conscience, direct. En réalité, et c'est ce que nous allons étudier, il y a 2-3 petites choses qui se jouent. 2-3 petites choses qui vont se jouer en quelques centaines de millisecondes, juste avant que ce soit porté à notre conscience. Et on va déjà commencer par essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce fameux qui est relativement indécible. Eh bien déjà, on va commencer par percevoir des informations de notre environnement. Cette perception des informations proviennent, dans un premier temps déjà, de nos yeux. Il faut savoir que nos yeux nous envoient à peu près 10 millions de bits d'informations chaque seconde. Donc, autant vous dire que ça en fait quelques-unes. Notre cerveau, lui, ne perçoit que des impulsions électriques. Et donc, ces impulsions électriques vont être envoyées dans des zones particulières de notre cerveau qu'on appelle les aires sensorielles primaires. On n'a qu'une heure et demie, donc on va essayer de faciliter un petit peu les choses. On va essayer de se concentrer déjà dans ces aires sensorielles primaires, juste sur les aires visuelles, vu que ce sont nos regards qui se croisent. Les aires sensorielles primaires ont pour fonction de décoder les impulsions électriques. Qu'est-ce que c'est? Imaginez que votre cerveau, lui, reçoit du code version en morse. Et tip, 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 tip. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Ça, c'est le rôle des aires sensorielles primaires. Chaque aire va être spécialisée dans un type d'information particulier, comme le mouvement, la couleur, l'éclat, le contraste, les formes, etc., etc. Chaque aire va donc décortiquer un certain type de message. Ensuite, il va falloir réunir ces informations et identifier ces informations. Lorsque nos regards se croisent, une première chose qu'on va venir décortiquer, c'est qui on vient de croiser. Il faut réussir à identifier cette personne-là, à avoir des informations sur cette personne. Et là, pour le coup, on a une aire sensorielle dans le lobe. Donc, excusez-moi, les aires visuelles se situent dans la partie occipitale du cerveau, juste derrière. Ensuite, l'information va progressivement remonter vers l'avant de notre cerveau, dans la partie frontale. Et une des voies va partir dans la partie temporale, c'est à peu près là où j'ai le casque. On va avoir une coupe juste après pour pouvoir le situer un petit peu mieux. Le gyrus temporal se situe donc dans... gyrus temporal inférieur, vous allez comprendre pourquoi je précise ça, se situe, hop là, j'ai vos têtes dessus, ici, gyrus temporal inférieur. Donc les informations visuelles pour le moment ont été traitées ici, dans la partie occipitale, et ensuite une partie va partir dans le gyrus temporal inférieur, ici, et c'est une zone assez extraordinaire, puisque en 100 millisecondes, vous allez pouvoir identifier un visage et affecter déjà une première valeur à ce visage. Autant vous dire que 100 millisecondes, c'est bien avant que vous en ayez conscience. Il y a eu des expériences qui ont été montées où on s'est amusé à simplement flasher le visage auprès de personnes et à leur demander d'émettre, donc après il y a le temps, ça achemine au cerveau, et d'émettre une évaluation de ce visage. Est-ce que la personne a l'air sympathique, dangereuse, de confiance, etc. Et en 100 millisecondes, on était déjà capable de pouvoir émettre un avis. On s'est dit, oui, mais peut-être que si on laisse plus de temps, l'avis va différer. Non. En réalité, si on laisse plus de temps, on vient majoritairement renforcer cet avis, à moins qu'il y ait eu un petit détail, mais version piège, qui a été glissé dans l'image. Donc ça veut dire qu'en 100 millisecondes, quand les regards se croisent, on a déjà une première affectation de valeur, version j'aime bien ce visage, j'aime pas ce visage, il m'a l'air sympathique, il m'a pas l'air sympathique, etc., etc. Et j'ai intérêt à couper mon téléphone, sinon il va sonner toutes les 10 secondes. Je vous prie de m'excuser, petit oubli de ma part. Hop là.
Donc, déjà, dans le gyrus temporal inférieur, en 100 millisecondes, on se fait une idée du visage. Mais le lobe temporal ne va pas s'arrêter là. Il va venir scanner tous les détails. Comment est-ce que la personne se déplace? Comment elle marche? Quelle est son attitude? À quoi ressemble l'ensemble des traits, les dilatations de pupilles, etc. Si jamais les informations sont accessibles visuellement, on va venir scanner toutes les informations de la personne. Je vous rappelle, on est dans un laps de temps de l'ordre de 100 millisecondes. Okay. Pour aller plus loin, si c'est des sujets qui passionnent certains sur comment est-ce qu'on décortique effectivement dans ce laps de temps les 100 millisecondes, je vous invite à lire les travaux de Doris Itzhao, qui est professeur de biologie à l'Institut de technologie en Californie et chercheur à l'Institut médical de Howard, qui a fait un travail de recherche fascinant depuis la construction de sa thèse et dans la production ensuite d'articles de recherche qui sont absolument fascinants. Ce que nous, on va retenir, c'est qu'en 100 millisecondes, on décortique déjà tous les détails qu'on peut de la personne. Ce n'est pas tout décortiquer les détails, il va nous falloir une autre structure qui se situe cette fois-ci à l'avant de notre cerveau, le cortex orbitofrontal. Donc, on avait les aires visuelles qui ont traité l'information. On va plutôt partir par là. Ensuite, on a eu le lobe temporal qui a fait son job de décortiquer toutes les informations. Donc, on va suivre ici l'avancée vers le cerveau. Et les informations vont être portées dans la partie frontale, dans le cortex orbitofrontal. Dans ce qui nous intéresse précisément, dans ce cortex orbitofrontal, on va être sur une partie très précise qu'on appelle le cortex orbitofrontal antérieur droit. Si vous retenez les termes, je vous promets, à l'apéro, ça claque. Et cette partie-là du cerveau est responsable de l'évaluation de l'attirance sexuelle pour la personne qu'on vient de croiser. Autant vous dire que c'est un petit sujet qui intéresse, en se disant, mais sur quels critères est-ce que ce cortex orbitofrontal droit va évaluer le sex appeal d'une personne? Eh bien, on a plusieurs choses. Et on ne s'attend pas toujours à ce que ce soit aussi évident. Enfin, aussi évident. On s'attendrait à ce que ce soit un chouïa plus évident, justement. Une première chose, ce sont les phéromones. Est-ce que les phéromones existent? Réponse, oui. Les phéromones existent bien. Les phéromones sont un système de communication hérité de nos lointains ancêtres et qu'on retrouve énormément dans le règne animal, qui sont sécrétés principalement dans les urines, dans la transpiration, et qui vont s'échapper dans l'air, et qui vont être captés par notre nez. Il faut bien faire la différence entre les phéromones et les molécules odorantes. Les phéromones n'ont pas nécessairement une odeur associée, pas nécessairement. Ce sont deux types de récepteurs totalement différents. On va avoir ici les récepteurs liés à toute la partie olfactive, mais on va avoir ici ce qu'on appelle l'organe voméronasal, qui va être responsable du traitement de l'information véhiculée par les phéromones. Les phéromones, c'est un peu la patate chaude. Il y a eu plein d'études qui ont été menées. C'est un domaine qu'on connaît relativement bien dans le règne animal. Mais je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de l'être humain est plus que simplement son instinct animal. Et donc, l'étude des phéromones fait grincer les dents un petit peu dans la communauté scientifique. Toujours est-il, de ce qu'on connaît sur l'impact des phéromones sur l'espèce humaine, et notamment par les travaux de Lucie Vincent, que je vous invite à découvrir, chercheur au CNRS, qui a passé presque 20 ans à étudier toute cette mécanique-là. Eh bien, effectivement, on a une vraie sensibilité aux phéromones qui va avoir un impact dans l'évaluation de la personne que l'on croise. Ces critères vont être de l'ordre déjà de la compatibilité dans la sélection de l'évolution de l'espèce. Par exemple, on sait que, à travers des expériences qui ont été menées,
que les femmes ont tendance à avoir une préférence pour les hommes qui ont des défenses immunitaires majoritairement complémentaires à celles de la femme. Si jamais les défenses immunitaires sont trop similaires, les phéromones ne jouent pas en notre faveur. On sait également que les phéromones vont différer en fonction de notre état de santé, en fonction de ce que l'on mange, en fonction de nos habitudes, et on va avoir tous une signature propre. En fonction, pareil, si jamais, pour le coup, on a tendance à manger les mêmes choses, eh bien, ça aurait tendance à nous rapprocher. Si on a tendance à pratiquer les mêmes types d'activités, les phéromones vont pouvoir effectivement évaluer ça. Alors, autant vous dire qu'on n'en a absolument pas conscience, et vont avoir tendance à venir créer notre activité. Par exemple, la nature, justement, dans cette sélection, et dans le but d'attirer des complémentarités, va faire en sorte que les phéromones véhiculés au sein d'une même famille va avoir tendance à créer un rejet. Ça nous paraît évident, d'abord d'un point de vue culturel, parce qu'effectivement, l'inceste dans notre société est quelque chose de sanctionné socialement très fort, culturellement très très fort, mais également dans la sélection liée aux phéromones. C'est-à-dire que les phéromones ont tendance à nous éloigner. Pourtant, si on restait simplement sur une stimulation visuelle, il n'y a rien qui fait que notre frère ou notre sœur ne pourrait pas, par simple stimulation visuelle, créer une attirance. Les phéromones vont jouer contre pour éviter ça et justement permettre une meilleure évolution, une meilleure progression au niveau de l'ADN. Donc, déjà, ces phéromones, on le sait. Ah oui, il y a aussi un autre impact, c'est dans la variation des cycles, et notamment au niveau des femmes, où on va pouvoir détecter au niveau des phéromones sur les pics d'œstradiol et de progestérone. Ça va se véhiculer dans les phéromones, et on sait que les hommes vont être beaucoup plus sensibles aux phéromones à ce moment-là véhiculés par une femme qu'à d'autres moments au niveau du cycle. On va avoir un pic d'œstradiol et de progestérone aux environs de l'ovulation. Donc là, pareil, les phéromones vont avoir un facteur d'alerte, et donc l'évaluation liée au cortex orbitofrontal antérieur droit va être modifiée en créant une affectation de valeur plus forte. Donc les phéromones vont déjà teinter la rencontre. On n'en a absolument pas conscience, et parfois, on va avoir des situations où, culturellement, ou par rapport à notre partie subjective, d'habitude, on n'est pas du tout attiré par ce genre d'homme ou par ce genre de femme. Pourtant, on ne se l'explique pas, mais il y a quelque chose qui m'attire. Phéromone, bonjour. Ou à l'inverse, on se dit, mais je ne comprends pas, pourtant, cette personne devrait me plaire. Ça correspond parfaitement, il ou elle correspond parfaitement à ce que j'ai tendance à rechercher, mais il n'y a pas à faire. Le courant passe pas, entre guillemets. Il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas. Phéromones, encore bonjour. Donc, ces phéromones vont avoir ce côté à teinter sans qu'on arrive à le verbaliser, ce qui va se passer de façon subjective, ce qu'on appelle le feeling. C'est une part à ne pas négliger, car vraiment dans les études, c'est assez impressionnant en aveugle, une fois qu'on arrive à comprendre un petit peu comment fonctionnent ces phéromones, de pouvoir agir dans ce facteur d'évaluation. Alors attention à une chose, je ne suis pas en train de vous dire, parce que des phéromones, il y en a des tonnes en vente sur Internet, vous oubliez ça. C'est-à-dire le côté je m'asperge partout et telle une femelle papillon. Elles arriveraient tous. Oui, ça va tous. Non, ça on oublie. Non, on n'en est pas à ce niveau-là, fort heureusement pour nous, parce qu'il y a bien évidemment, il y a d'autres critères très importants qui vont jouer, et l'impact des phéromones n'est pas non plus à ce point-là. Bien qu'en laboratoire, il y a des retours de ceux qui au départ manipulaient des phéromones sans vraiment y faire trop attention, qui ont été relativement surprenants. Toujours est-il, vous pouvez mettre de côté tout ce qu'on trouve sur Internet, les filtres d'amour liés à vaporiser des phéromones dans l'air ne suffiront pas en eux-mêmes. Je vous le disais, hop, j'avais oublié que j'avais une slide un chouïa plus haut, si j'arrive à récupérer le contrôle de mes slides. Les travaux justement de Lucie Vincent,
Là, je vous ai mis un des bouquins que je trouve super sympa, justement sur comment devient-on amoureux. Mais elle en a écrit plein d'autres et qui, à mon sens, sont tous plus passionnants les uns que les autres. Donc, premier aspect, les phéromones. Le deuxième aspect, très important dans l'évaluation du cortex orbitofrontal antérieur droit. Oh, un bug dans mes slides. Oui, c'est pas grave, il y a un bug dans mes slides. L'inné. Nous avons une part d'évaluation innée. Dans cette part d'évaluation innée, on va retrouver à peu près ce qu'on a de façon déclarative, à la fois du côté des hommes et du côté des femmes. Et là, pour le coup, on commence à avoir quelques petites variations. Les hommes, comme vous le savez, ont trois cerveaux. Vous savez me les sauter? Entre les deux oreilles. L'estomac. Quel est le troisième? Je vois plein de rictus. Mais oui, vous avez raison. Le cœur, bien évidemment, le cœur. On le sait tous, les hommes sont des grands romantiques. Et donc, dans ce troisième cerveau, on va effectivement retrouver des attraits directs qui ne vont pas tenir que à le regard qui se pose sur la poitrine ou le regard qui se pose sur les fesses, mais également sur les yeux, les expressions de visage et la posture, l'allure. Par contre, clairement, la stimulation, et on va voir après pourquoi, visuelle liée à la poitrine et aux fesses et aux hanches, effectivement, est un déclencheur puissant, mais qui ne s'arrête pas là. Chez les femmes, il y a un marqueur très fort, où d'ailleurs la première déclaration, et on le vérifie dans ce qu'on fait lorsqu'on fait du eye tracking, c'est-à-dire qu'on vérifie la direction attentionnelle, il va y avoir tout d'abord le visage qui va être scanné en tout premier, avec une attention portée sur le visage plus forte que chez les hommes. Et ensuite, il y a une forme géométrique qu'on retrouve de façon innée, qui va être le fameux V, c'est-à-dire taillé par le rapport entre la largeur d'épaule et la largeur de bassin. Si ça fait un V dans le bon sens, on va effectivement pouvoir noter toute une série de réponses qu'on va évoquer un peu plus tard. Série de réponses qui est moins marquée quand le V est à l'envers. Donc ça, on l'a de façon innée. Encore une fois de plus, pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on a plein de choses à voir, mais qui s'explique très très bien par toute la chaîne d'évolution et dans le principe de sélection pour maximiser nos chances de reproduction et effectivement de pouvoir faire perpétrer l'espèce humaine. On va également avoir un autre facteur chez les femmes qu'on note moins chez les hommes, les mains. L'importance des mains. Les mains, la façon dont elles bougent, la façon dont sont tenues les mains, etc., sont extrêmement notées, ou sont beaucoup plus importantes chez les femmes que chez les hommes. On va également avoir un autre facteur qu'on retrouve cette fois-ci à la fois chez les hommes et chez les femmes, c'est la symétrie, et notamment la symétrie faciale. On s'aperçoit effectivement que plus un visage est symétrique, plus le cortex orbitofrontal va s'activer et va donner une plus forte affectation de valeur. Sorti de ces grandes tendances, donc qui vont être des grands marqueurs, et grands marqueurs qui seront à tempérer, puisque depuis quelques années, on finit par comprendre que l'inné d'une génération est l'acquis de générations antérieures. Donc bien évidemment, on va avoir des facteurs culturels forts qui vont venir jouer, liés notamment au vécu de chacun. C'est pour ça que ce vécu va venir temporiser la part des phéromones, la part de l'inné, propre aux expériences individuelles. Et alors là, ah, Sébastien, je me permets juste de muter le sigo. Voilà, super. Donc, l'acquis, l'expérience individuelle va venir très fortement façonner. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a d'abord une base d'inné primaire et qu'ensuite on va avoir des acquis secondaires qui vont venir par couche modifier les déclenchements automatiques liés à l'inné. Alors, dans certaines situations, ça va venir les modifier de façon très importante. Dans d'autres, ça va venir patiner, arrondir, ajuster les éléments. Et là, pour le coup, c'est le propre du vécu de chacun.
Mais pas seulement. Il y a un autre facteur très, 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 très important dans notre société qui va être ce que moi je m'amuse à appeler l'acquis endoctriné. C'est-à-dire que par le mass média, par les expositions que nous avons à la télé, les 4x3 sur le bord de la route, les publicités, les réseaux sociaux, et j'en passe, on flash notre cerveau via des neurones miroirs, mais je ne vais pas me lancer dans le sujet des neurones miroirs, sinon on a encore un bon bout de temps, mais par activation de notre cerveau, par observation d'autrui, on vient progressivement mémoriser ce qui doit être désirable et sexuellement désirable. Pour vous en donner un exemple qui me fait rire, le sexe symbole des années 80, le sexe symbole des années 2010. Notre bon vieux Magnum des années 80, cheveux légèrement frisés et hirsutes, grosse moustache, avec un code comportemental particulier, et le Jason Statham, pas national, mais nationalement accepté, qui va répondre à d'autres codes, d'autres formes de stimulation. Toutefois, vous noterez qu'on retrouve le rapport épaule-taille, qui lui, pour le coup, est un inné très costaud, très tenace, et qui fait que ce facteur-là reste un facteur de déclencheur. En revanche, les autres formes d'expression ont été patinées petit à petit. Ne pouvant pas maîtriser la moyenne d'âge de chacun, je n'ai pas pu prendre d'autres expositions au niveau des photos, mais je vous invite à regarder également quelque chose qu'on pourrait penser comme étant inné dans la stimulation sexuelle, à savoir stimulation sexuelle visuelle de la poitrine des femmes. Dans les années 70, ce qui était considéré comme sexuellement stimulant, c'était des poitrines, des petites poitrines, type Jim Birkin. Ensuite, dans les années 80, on est passé sur des poitrines plus importantes. Dans les années 90, on est arrivé à des extrêmes, où on est entré dans la logique des implants en version Lolo Ferrari. Et ensuite, depuis les années 2000, non seulement on revient à une taille de poitrine plus raisonnable, entre guillemets, mais surtout une grande diversification des repères. Pourquoi? Parce qu'on a une démultiplication des réseaux, une démultiplication des communautés, et on commence à avoir une beaucoup plus grande pluralité des facteurs de stimulation. Donc du coup, on commence à avoir une pluralité beaucoup plus marquée qu'on l'avait dans les années 70 ou 80. Donc même sur des facteurs que l'on considère comme étant très instinctifs, très innés, on voit bien qu'effectivement le mass média vient nous apprendre ce qui doit être désirable ou comment ça doit être désirable. Donc, autant vous dire que là-dedans, vous mettez les phéromones, ce qui est inné, les facteurs culturels, les facteurs sociologiques dans lesquels nous évoluons, plus l'inné endoctriné, enfin l'acquis, pardon, endoctriné, pouf on a une très grande pluralité de facteurs. Et je ne sais plus quel site de rencontre dit ça, mais que, en gros, ce que l'on n'aime pas chez soi, l'autre l'aimera. Donc, soyez naturel et libre à ne pas vouloir répondre à des stéréotypes. Vivez-le comme vous avez envie de le vivre. Il n'y a pas de règle fixe dans tout ça. On n'est pas programmé dans l'absolu à aimer un certain stéréotype. Donc, mon cortex orbitofrontal, son job, c'est effectivement d'évaluer le caractère, le sex appeal, la tension, la désirabilité d'une personne. On a à ce moment-là toujours, je vous rappelle, dans l'ordre de, là on doit être à peu près à 150 millisecondes, à peu près, entre 150 et 200 millisecondes, ça dépend où on arrête, où on cloisonne le processus. Jusque-là, je n'ai toujours pas conscience d'avoir vu la personne. Pourtant, mon cerveau a déjà fait un sacré boulot d'analyse en amont. Enfin, cortex orbitofrontal va pouvoir informer mon attention que là, il y avait quelque chose à voir. Et je vais prendre conscience de ce que j'ai vu. Et je vais pouvoir commencer à rêvasser. C'est-à-dire que je vais commencer non seulement à me représenter ce que je viens de percevoir, mais qui plus est, mon cerveau
va faire un travail de projection et fantasmer. Alors, attention, hein, on n'est pas obligé de partir dans le fantasme torride dès le départ. Hein. Je vous rappelle qu'on est juste au premier regard. Mais déjà, mon cerveau va se mettre à anticiper, mon Dieu, qu'il est beau ou qu'elle est belle, ou à se projeter. Et ça, pour le coup, on en a parfaitement conscience. Cet aspect-là s'appelle, c'est l'ensemble des composants cognitifs. Donc, c'est la dimension cognitive du croisement au premier regard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Super. J'avais promis de prévenir lorsque nous avons des facteurs différents entre l'hétérosexualité et toutes les formes de la communauté LGBT, bien évidemment, la différence d'affectation, là où il va y avoir une plus grande différence, va bien évidemment se situer dans le cortex orbitofrontal. Lorsqu'on est dans une relation homosexuelle, les stimulations visuelles et autres traditionnelles hétérosexuelles diffèrent, les affectations de valeur ne vont pas du tout être les mêmes, et c'est ici qu'on va avoir une différence majeure. On pourrait parler pendant des heures sur les origines de cette différence entre hétérosexualité et homosexualité. C'est complexe, c'est multiforme. Promis, à l'occasion, ça pourrait faire éventuellement l'objet d'une conférence, mais là, je ne pouvais pas réussir en 1h30 à pouvoir aborder toutes les raisons de cette différence d'affectation de valeur dans le cortex orbitofrontal. Donc, comme je vous l'ai dit, et pour bien mémoriser cet aspect-là, nous sommes dans les composants cognitifs du croisement de regard. Sauf que, vous imaginez si c'était aussi simple? Au pire, je croise quelqu'un, pouf, me dit « Mon Dieu, superbe !» et je me casse. Non, nous ne serions pas 7 milliards sur Terre si ça s'arrêtait là. En réalité, on allait un peu vite. Et on va revenir au cortex orbitofrontal. Lorsque mon cortex orbitofrontal a fait cette affectation de valeur, a évalué l'attirance sexuelle par rapport à cette personne via les phéromones, l'inné et l'acquis, eh bien notre cortex orbitofrontal, si jamais effectivement cette affectation de valeur est forte, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'alerte. Attention, là, il y a qu'est-ce que je joue? On focus. Le cortex orbitofrontal, pour donner l'alerte, il va déjà activer les composants motivationnels. Ça, c'est la première chose. Gardez bien en tête aussi, parce que ça va nous servir après, en donnant l'alerte, ce sont des circuits dopaminergiques qui sont activés. Okay. Ces circuits dopaminergiques dans les composants comportementaux, eh bien, il va déjà commencer par activer le circuit dopaminergique lié au noyau cubain. L'information va partir de l'aire tegmentale mentale, projetée dans le noyau cubain, pouf, libération de dopamine, plaisir, d'entrée de jeu. Déjà savoir où on positionne le débat. Donc, un grand shoot de dopamine, et on ressent une vraie sensation de plaisir. Ensuite, c'est pas le tout d'avoir du plaisir. On parle bien d'un composant comportemental, donc il va falloir qu'il y ait une réponse comportementale. Pour avoir cette réponse comportementale, eh bien, on va aller mobiliser de l'énergie. Et donc, mon cortex orbitofrontal va venir communiquer avec la substance noire. La substance noire, donc, pour les BMOistes, les praticiens et maîtres praticiens, c'est celle qui part, c'est la voie dopaminergique nigro-striée, celle qui part de la substance noire et qui ensuite projette dans le striatum, qu'on va retrouver un peu plus loin. Mais également dans le cortex singulaire antérieur et plus précisément l'activation des neurones prémoteurs. Il faut savoir que dans notre cerveau, avant de déclencher un comportement, on va aller étudier les programmes comportementaux déjà enregistrés pour venir tailler les petits détails pour savoir quelle réponse comportementale je vais bien pouvoir activer. Donc, on va déjà préchauffer le prémoteur, la réponse comportementale par l'activation du prémoteur et effectivement, ensuite, activer le striatum
striatum qui va ensuite lancer l'activation, enfin l'activité motrice, donc le comportement. Donc on est toujours à peu près dans les 150 millisecondes jusqu'à 200 là. Et déjà toute la composante comportementale est activée. Plaisir, énergie, pré-programme, déclenchement moteur. Parfois, il faut réagir vite, très vite. Quand on se croise dans la rue, ça peut être fugace. OK ? Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Le cortex orbitofrontal, grand sentimental qu'il est, va également activer. Ah, j'avais oublié, je vous les avais situés. Donc, je vous ai parlé du noyau cubain. Donc, vous vous rappelez, on était ici dans les aires visuelles. Ensuite, on est parti le long du lobe temporal. Ensuite, on est allé chercher une affectation de valeur dans le cortex orbitofrontal droit. Et ensuite, il vient communiquer avec le noyau cubain, avec la substance noire, avec le striatum et le cortex singulaire antérieur, mais qu'on ne voit pas ici. Donc, on vient cette fois-ci plonger en plein cœur du cerveau. Comme je vous l'ai dit, notre cerveau est un grand romantique, donc il va également rajouter les composants émotionnels. Oui, il y a des petits cœurs dans les yeux, mais vous remarquerez surtout qu'il y a la langue bien pendue, qui est caractéristique, pour le coup, à ce moment-là, d'une très forte activation dopaminergique. Parce que là, encore une fois de plus, c'est les circuits dopaminergiques qui vont créer l'activation, et pas n'importe laquelle, celle du système amygdalien. Alors, le système amygdalien est très connu et très étudié dans sa composante de gestion au stress, à la peur, à la colère, à l'anxiété, etc. Mais le système amygdalien est une structure très complexe et qui déjà, lorsqu'elle est activée par le cortex orbitofrontal, pour être sûr qu'on réagisse, qu'on ait une envie de réaction, eh bien le système amygdalien qui se situe ici, vous avez l'hippocampe en plein cœur au niveau du système amygdalien. J'ai un son de fond, hop, ici, là, trouvé, va venir activer, suractiver justement, eh bien, le noyau cubain, la substance noire et le striatum. Donc non seulement on a une stimulation directe par le cortex orbitofrontal, mais on a également un renforcement pour maintenir et pérenniser l'action, tenter de pérenniser l'action, par le système amygdalien. On va voir que, bien évidemment, les composants émotionnels ne s'arrêtent pas là, mais avant cela, on va regarder ce qui se passe sur les composants corporels. On est sur 50 nuances de neurosciences spéciales Saint-Valentin, donc c'est la version souple, on va dire légère, mais les composants comportementaux pourraient aller plus loin. Donc on va rester ici pour le moment. Dans ces composants corporels, il va y avoir une stimulation par le cortex orbitofrontal de l'hypothalamus, et l'hypothalamus, via l'hypophyse, va pouvoir créer des réactions. L'hypothalamus, c'est une structure, donc vous avez le cortex orbitofrontal qui n'est pas très loin. C'est une structure donc, qui est vraiment nichée en plein cœur de notre cerveau, et comme vous pouvez le voir, il y a plein de noyaux dans l'hypothalamus. C'est pour ça que vous entendrez souvent, lorsqu'on étudie le comportement humain, la stimulation de l'hypothalamus, mais pas nécessairement de toutes les zones d'un coup. Et nous, celle qui va nous intéresser, on va aller dans cette zone-là, on va zoomer un petit peu, et ça va être le noyau préoptique médial. Cette partie-là de l'hypothalamus, qui lui a pour fonction de communiquer avec l'hypophyse, qui se situe juste en dessous, ici, et qui va renforcer la dynamique comportementale et motivationnelle, c'est pour ça que tout est interimbriqué, dans le comportement sexuel, dans l'attirance, dans la tension sexuelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir communiquer via des neurohormones, donc il va libérer des neurohormones dans le sang, je ne vous fais pas toute la chaîne, elle est complexe, qui va venir stimuler les organes génitaux, et les organes génitaux, en retour, eh bien, chez les hommes, par exemple, vont produire de la testostérone. Et là, je vais vous mettre en avant un axe qui est important à comprendre, parce que cet axe-là, on ne le retrouve que chez les hommes. La testostérone
qui va être produite par les organes génitaux en réponse à la stimulation corporelle va venir sursensibiliser le gyrus temporal inférieur, c'est-à-dire le fait de décortiquer tous les aspects visuels, enfin toutes les caractéristiques d'une personne. Donc, il va y avoir une sursensibilisation de ces aires-là, et on va avoir ensuite une voie directe du gyrus temporal inférieur aux composants émotionnels. Et je vous rappelle que les composants émotionnels vont venir booster et renforcer la dynamique motivationnelle. Donc, une stimulation visuelle va déjà en 150 millisecondes, 200 millisecondes, créer ces 3 déclencheurs, qui elle-même va avoir une boucle de rétroaction pour accroître la stimulation visuelle. C'est souvent ce qui fait dire que les hommes sont facilement excitables visuellement. On ne retrouve pas cette dynamique chez les femmes. En revanche, et là pour le coup, on le partage, les deux sexes le partagent, il va y avoir également, donc, par la libération de testostérone et chez les femmes d'œstradiol et de progestérone, donc une stimulation qui va être faite, qui va venir, en revanche, changer l'affectation de valeur du cortex orbitofrontal. Donc, dans une part, encore une fois de plus importante chez les hommes, la testostérone, en fait, le taux de testostérone sanguin, va modifier le degré d'activation du cortex orbitofrontal antérieur droit, donc lié à la désirabilité. Et on va avoir une espèce de spirale qui va se créer et qui va renforcer le comportement. Je vous rappelle qu'à la base, notre cerveau s'est développé depuis des millions d'années, très loin des idées romantiques contemporaines. La fonction essentielle à ce moment-là, c'est de s'assurer qu'on se reproduise. Donc, cette boucle-là garantit l'excitabilité majoritairement masculine, j'ai bien dit majoritairement, mais également pour ce qui constitue le cortex orbitofrontal, également chez les femmes, dans des proportions très variables. Pour le coup, on a des grandes nuances au niveau des études. On constate cette dynamique-là, mais dans un panel de stimulation et de fluctuation très large. Là où c'est beaucoup plus précis chez les hommes. D'accord ? Du coup, j'ai un son quelque part. Et là. Du coup, vous comprenez bien que ce taux fluctue en permanence. Pour le coup, à la fois chez les hommes et chez les femmes. C'est aussi ce qui explique, en fait, on a un pic, on constate un pic d'œstradiol et de progestérone aux environs de l'ovulation. Ce qui veut dire que pour le coup, chez les femmes, aux environs de cette période d'ovulation, il va y avoir une affectation de valeur liée à la désirabilité pilotée par le cortex orbitofrontal plus important que pendant le reste des 2 phases du cycle. J'ai bien dit plus important. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, attention. C'est juste que le taux de concentration, on a vraiment une montée en pic à ce moment-là, et donc qui va modifier à ce moment-là les appréciations du cortex orbitofrontal. Okay ? Donc on est vraiment dans une composante corporelle. En dehors de tout autre champ d'influence, si on isole ce facteur-là. Okay ? En laboratoire, on arrive très bien à reproduire ces pics-là, et au niveau des résultats, c'est assez flagrant. Pour le coup, c'est ce qui amène souvent à dire aussi, dans le langage courant, que les femmes vivent une relation plus cérébrale que les hommes. Tout simplement parce que la boucle de stimulation purement visuelle et uniquement visuelle est moins marquée chez les femmes que chez les hommes. Ça ne veut pas dire, attention, que les femmes ne peuvent pas être stimulées visuellement, mais il y aura un aspect cognitif plus important. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ouais? Ok. Continue? Ah ouais. Ok, alors on continue. Maintenant qu'on a vu qu'il y a eu un déclenchement motivationnel, il y a une composante émotionnelle, il y a une composante corporelle, on commence déjà à voir, et j'ai fait exprès d'ailleurs
que cette flèche-là soit plus importante que les autres déclencheurs, et surtout à double sens. Parce que les composants émotionnels communiquent dans les deux sens avec le cortex orbitofrontal. Et lorsque l'on parle effectivement de désirabilité et ensuite d'émotion et d'amour, bien évidemment, vous l'aurez compris, les composants émotionnels sont essentiels et absolument centrales. Le système amygdalien va en même temps, autant il est venu renforcer déjà sur les composantes motivationnelles, mais il va également renforcer les composants corporels. Pour ça, le système amygdalien va venir communiquer avec l'hypothalamus puis ensuite l'hypophyse pour venir agir sur le système nerveux autonome et plus précisément le système nerveux autonome sympathique. Je vais vous faire la descente, mais très rapidement, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Le système amygdalien va venir communiquer avec l'hypothalamus pour lui dire il y a quelque chose qui est imminent là et qui nécessite toute notre attention et toute notre énergie. Donc, le système amygdalien va communiquer avec l'hypothalamus avec l'hypophyse. L'hypophyse va libérer en neurohormone l'ACTH qui va venir stimuler les glandes surrénales. Au niveau de la stimulation des glandes surrénales, on va avoir une production, certes, de cortisol, mais ce qui va nous intéresser dans le laps de temps du moment où nos regards se croisent, c'est la montée d'adrénaline et de noradrénaline. C'est ce qu'on appelle l'axe pituito-surrénalien ou alors l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça aussi, max de points en Scrabble qu'on arrive à le placer. Je fais une petite précision, pour les praticiens et maths praticiens BMO, on n'a pas une très forte aversivité, parce que d'habitude, on étudie ce cadre-là avec en parallèle la libération par le système amygdalien, déclenchement du locus coeruleus, de noradrénaline dans le système nerveux central. Et là, on a une très forte aversion. Cette activation-là n'a pas lieu. C'est pour ça que l'aversivité ne monte pas en pic. Ça va être l'objectif de la libération par les glandes surrénales de produire effectivement de l'adrénaline. Par là même, on aura de la noradrénaline, donc il y aura une forme d'appréhension qui va se créer. Mais surtout une forte stimulation du système nerveux autonome sympathique. Le système nerveux autonome sympathique est là pour préparer notre organisme à l'imminence d'un moment. Et donc, on va pouvoir constater des choses qu'on voit dans le... lorsque d'un seul coup, il se passe quelque chose. Vous voyez les petites fourmis dans le ventre, là, à un moment où on croise quelqu'un, là, ce fourmillement. Eh bien, c'est l'activation du système nerveux autonome sympathique qui a lieu, avec dilatation des pupilles. On a la sensation que un frisson nous parcourt, c'est la contraction des vaisseaux sanguins périphériques. Ensuite, quelque chose qui se joue dans l'estomac. Une boule, mais pas anxieuse, c'est bizarre. Eh bien, c'est effectivement l'estomac qui va se nouer. Si on laisse dérouler le processus, quand on est amoureux, etc., on n'a plus faim. À quoi bon manger? Vivons d'amour et d'eau fraîche. C'est cette activation-là très forte. Et surtout, le rythme cardiaque qui s'accélère, qui s'emballe. Charles Trenet chantait bien. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui commence. Oui, j'ai pas trouvé l'extrait sur Internet. Eh bien, effectivement, le cœur qui se met à battre, la chamade, c'est l'activation du système nerveux autonome sympathique. Et comme c'est la chose sur laquelle on prend le plus rapidement conscience, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire on aime avec le cœur. C'est parce qu'effectivement, le cœur se met véritablement à battre, et on le sent. Mon cœur bat pour toi, c'est cette activation-là dont on parle. Et on commence à avoir un peu le souffle court lorsqu'on croise quelqu'un. C'est toute l'activation du système nerveux autonome sympathique et vous pourrez remercier par là même le système amygdalien. C'est lui qui déclenche tout ça. Okay. Donc, c'est la réponse. Le départ est un composant émotionnel. La réponse va être corporelle. Émotion, composant émotionnel et composant corporel sont intimement liés. En fait, ils sont intrinsèquement liés. On va les diviser tout simplement par rapport aux activations. On est toujours dans le laps de temps des à peu près 200 millisecondes là. Vous voyez qu'il s'en est passé, hein, au moment où nos deux regards se croisent. Eh bien, effectivement, à ce moment-là, il est temps quand même pour le cortex orbitofrontal de pouvoir en informer mon attention avec toutes ces dimensions-là. Et pour pouvoir prendre conscience
de ce qui se passe au niveau du corps, eh bien, on a besoin dans les composants émotionnels d'avoir l'insula, qui est très connu, très étudié pour nous. L'insula, il se situe en plein cœur du cerveau, sous les lobes, c'est le cortex insulaire, pour nous informer en permanence de nos états physiologiques, mais également du claustrum. Le claustrum est une structure qui se situe en périphérie de l'insula et qui est responsable de la conscientisation de l'excitation sexuelle. Donc c'est lui qui va nous permettre de prendre conscience de ça, et il travaille effectivement en parallèle avec l'insula. Cette conscientisation va me permettre de conscientiser mes émotions et donc en même temps de les porter à mon attention. Autre facteur clé lié à l'activation du système nerveux autonome sympathique, lorsque quelque chose est imminent et qu'on prépare mon organisme à y faire face, eh bien, ce n'est pas le moment d'aller philosopher sur Platon ou Jung ou ce que vous voulez. Non, il faut focaliser l'attention. Et c'est pour ça qu'on va effectivement avoir une focalisation attentionnelle sur la personne qui a déclenché cette réaction en chaîne et en parallèle. Okay. D'où d'ailleurs le fait que nos deux amoureux, ou futurs amoureux, n'ont pas décollé leur regard. Leur attention est restée focalisée malgré eux, parce que l'intensité a été très forte. Et d'ailleurs, si jamais ils ne s'arrêtent pas et continuent à marcher, ils vont continuer dans l'imagerie mentale, ici, à penser à la personne qu'ils viennent de croiser. La focalisation attentionnelle va demeurer. Sauf que cette imagerie motrice va passer également dans le cortex orbitofrontal antérieur droit et va venir renforcer toute la chaîne qu'on a vue là. Donc, on a une spirale qui se crée. OK ? Donc ça, c'est ce qui se joue. C'est ce qui se joue dans ce laps de temps du regard. Vous voyez qu'on en est loin entre sens et conscience. Il y avait toute une série d'étapes dans les composants cognitifs, dans les composants motivationnels, dans les composants émotionnels et dans les composants corporels. Est-ce que vous avez des questions sur ce laps de temps? Oui, Asna? Juste par rapport aux informations qui sont portées dans notre conscience. On est d'accord, on est sur les 2000. Oui, c'est bien ça. C'est bien celle-ci. Ouais. C'est bien celle-ci. Effectivement, notre cerveau perçoit à peu près 11 millions de bits d'informations par seconde qui vont rejoindre l'énorme bain d'informations de l'ensemble de notre cerveau qui en traite 400 milliards chaque seconde et dont uniquement 2000 seront portés à notre conscience. C'est bien dans ces 2000-là, en fait, l'attention va sélectionner dans la masse ce qui est vraiment digne d'intérêt. Et là, en l'occurrence, l'activation de ce qu'on a perçu est tellement fort qu'il va prendre le dessus sur tout. Et c'est ces informations-là qui vont être portées à notre conscience. Okay. Le reste ne sera pas sélectionné par l'attention. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Ouais, une question, Guillaume. Oui, Isabelle? Du coup, les femmes qui sont ménopausées, donc pas de cycle, et tu avais parlé justement d'augmentation de stradiol et progestérone, et donc c'est ça qui va attirer en un premier temps. Donc il y a moins de chances pour une femme ménopausée de pouvoir rencontrer la personne, en fait. Si je résume un petit peu si on s'arrête que à cette mécanique-là, si on s'arrête que à cette mécanique-là, oui. Ouais. Heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas que à cette mécanique-là, bien évidemment, dans les dominantes cognitives et dans la stimulation cognitive qui vont permettre au lobe, cortex orbitofrontal de s'activer. Il y a toute la dimension ensuite liée, qui n'est pas rebouclée par oestrogène et oestradiol sur des pics forts. Mais heureusement pour nous, et c'est ce qu'on va voir après, oui. C'est complexe et subtil. Comme les femmes, pareil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Guillaume, moi je viens de l'écrire sur le chat, mais je voudrais savoir, en ce qui concerne les rencontres sur Internet, le système, c'est plus le même puisqu'on n'a pas les phéromones, la gestuelle, le regard.
Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est quoi qui est stimulé en premier? Alors, pour le coup, ça va être dans tous les cas, là, ça va être la vue. Donc, le stimuli visuel demeure, quoi qu'il arrive. Chez les hommes, il va y avoir une boucle très rapide qui va repasser dans le traitement de l'information visuelle. Chez les femmes, sur un site, ça va être le traitement cognitif de l'information visuelle. Okay, on est sur quelque chose d'un chouïa plus cérébral, sur un panel d'informations plus large que pour les hommes. L'information visuelle chez un homme est rétro-bouclée, j'ai envie de dire. Alors que chez les femmes, il va vraiment falloir que ça aille jusqu'au cortex, jusqu'à la partie orbitofrontale pour que la stimulation déclenche. Attention, c'est bien le cortex orbitofrontal antérieur droit qui déclenche la mécanique, la réponse. Mais voilà, il y a plus de critères qui rentrent en considération chez les femmes que chez les hommes. Okay. Après, effectivement, l'aspect phéromone, il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu, ou alors, il pourrait y avoir un biais de fausse attribution. Il suffit qu'au moment où tu regardes dans la rue, tu regardes des images, qu'il y a un homme qui passe. Non, les phéromones sont clairement compatibles, mais ton attention était portée sur ton téléphone. Tu vas affecter les phéromones de la personne qui est passée à côté à la personne que tu es en train de regarder. Chance pour lui. Ouais, c'est ça. Après, coup de bol pour toi aussi si ça matchait. Oui. Pas de bol si ça ne le faisait pas. Donc, effectivement, on a des signaux en moins sur le réseau. Et d'ailleurs, les descriptions sont super importantes. Si un homme veut effectivement, via les réseaux, réussir à séduire, il n'a pas intérêt à tout miser sur l'image. Il a intérêt à ce que la construction de l'image soit pensée en dehors de sa simple revendication de gros biceps. Et surtout, un descriptif très riche de nuances, d'expériences, qui vont rentrer dans l'alimentation des critères du cortex orbitofrontal. Donc, c'est plus, plus subtil, beaucoup plus subtil. Ok. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, ça, on l'a vu, c'est le moment où nos regards se croisent. Mais j'ai mis un cœur là. Est-ce qu'on peut considérer en 230 millisecondes de déjà être amoureux? On était, je rappelle, à ce moment-là, oh, j'ai oublié un truc, mais c'est pas grave, je vais vous le dire après. Principalement sur de l'activation de dopamine, d'adrénaline, j'ai oublié de vous le dire à ce moment-là, pour compenser l'activation du système nerveux autonome sympathique, donc la mise en stress de l'organisme. Le corps libère également des endorphines. Je les avais oubliés, ceux-là. Les endorphines, on baigne dans le coton. Et plus l'activation des endorphines sont fortes, plus d'un seul coup, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Je baigne dans un espace de non-temps. Le sol n'est plus palpable. Les endorphines vont jouer, ça fait partie des opioïdes. Et on va se sentir super bien, super léger d'un seul coup. Voilà, c'est pour compenser l'activation du système nerveux autonome sympathique. Donc en fait, on va avoir des cycles. Gros stress, mais en même temps, je suis bien. Oui, mais gros stress, mais je suis super bien. Et on va vaciller de la même manière, sur fond de dopamine quand même. Hein. Donc, de plaisir. Ça fait à peu près le cocktail du moment où on se rend compte. Peut-on déjà parler d'état amoureux? Compliqué. Compliqué. Quelle heure il est? Est-ce qu'on est bon dans le timing? Ouais. Ok. Alors, justement, ce fameux sentiment amoureux, puisqu'on est à la Saint-Valentin. Eh bien, je vous propose, histoire de bien récupérer l'attention de chacun et de vous donner quelques minutes de respiration, on se prend 2-3 minutes et après ces 2-3 minutes, cette petite pause, on vient plonger dans l'état amoureux. Comment est-ce qu'on passe de ces 230 millisecondes à un amour passionnel, un amour éros, à toutes les formes qu'il peut y avoir après derrière. Et on va voir comment ça fluctue juste après. Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite.
Ouye, ouye. Je sais que la pause est courte, mais je me suis engagé, c'est de tenir 1 heure et demie. J'essaye. Ça va pour tout le monde? Ouais? Oui, c'est bon. Ouais, super. Alors, on en est où? Eh ben, on en est justement à qu'est-ce qui se joue dans les 230 millisecondes auprès de nos tourtereaux là? Hop là, il est un peu vite lui. On va aller voir dans cette mécanique-là une dimension, bien évidemment, si on veut parler d'amour, la composante émotionnelle. La composante émotionnelle, passé ces 230 millisecondes, va venir produire des choses très puissantes en nous qui se passent en plein cœur de notre cerveau, qu'au sein de BMO, on appelle l'inéquation décisionnelle. L'inéquation décisionnelle, pour réussir à le résumer en quelques lignes,
Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à suivre l'initiation de BMO. On se focus là-dessus. Mais pour faire simple, tout ce que nous faisons dans la vie, tout sans aucune exception, sont des stratégies de satisfaction addictive. C'est-à-dire que notre cerveau passe son temps à scanner si une situation a la possibilité de lui libérer de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et des endorphines. C'est parce que nous sommes en état de manque par rapport à ces neurotransmetteurs, ces hormones ou ces hormones, que du coup, ces états de tension nous amènent à nous mettre en mouvement. Si on n'avait pas ces états de tension pour nous mettre en mouvement, on resterait parfaitement inerte. Par contre, lorsqu'on vient produire de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine, de l'endorphine, on va avoir un ressenti, en conséquence, on va avoir un ressenti physiologique. Et ce ressenti physiologique, c'est ce que nous nommons les émotions. De l'autre côté, il y a des situations qui nous sont très aversives. Et notre cerveau déteste, bien évidemment, l'aversivité. On ne supporte pas ça, au même titre qu'on ne supporte pas la douleur qui nous oblige à respecter notre intégrité physique. Il y a des environnements qui vont produire en nous de la noradrénaline et du cortisol. On ne supporte pas cette sensation-là et on a tendance à vouloir soit les détruire, soit à les fuir. Okay. Dans la composante, si on résume rapidement, la dopamine va être liée à tout ce qui est satisfaction physiologique, notamment la sexualité, au même titre que la faim, la soif, le sommeil, etc., etc. On va avoir comme atteindre des objectifs, comme des stratégies d'évitement de situations aversives. On va voir que ça a de l'importance dans notre sujet. C'est-à-dire que si je trouve une façon d'éviter une situation aversive, alors elle va devenir dopaminergique. On va également avoir, au niveau de l'ocytocine, c'est ce qui nous lie les uns les autres. Si on n'avait pas suffisamment, si on n'avait pas d'ocytocine, il n'y aurait aucune raison qu'on se rapproche les uns des autres. C'est parce qu'on ne peut produire de l'ocytocine et à intensité variable en fonction du degré de rapprochement que c'est ce qui nous met en tension à se rapprocher les uns avec les autres, même si ce n'est pas tous les jours évident. Excusez-moi, je suis à vous de suite. Voilà, donc l'ocytocine, c'est ce qui va nous pousser à se rapprocher les uns avec les autres. La sérotonine, c'est ce qui permet d'être, c'est-à-dire je vais produire de l'ocytocine quand on me reconnaît dans ce que je revendique être ou que je fantasme être. Donc c'est ce qui me permet de construire mon identité et l'affirmation de moi et la nécessité du moi. Si jamais mes niveaux de sérotonine ne sont pas suffisants, je perds la nécessité d'être. Et enfin, les endorphines, c'est ce qui me fait planer. Ça va me faire planer, notamment après un effort physique prolongé, après une forte activation du système nerveux autonome sympathique, justement, etc., etc. Donc, ce sont des choses que je vais en permanence rechercher. Et en fonction du cocktail, si jamais j'ai que de la dopamine pure, eh bien, par exemple, j'aurai juste un énorme sentiment de plaisir. Comme pour les amateurs de bière, la première gorgée de bière, qui a été l'objet d'une nouvelle qui est fantastique, ou le plaisir de croquer dans une fraise, ou de manger un carré de chocolat en dopamine quasi pure. L'ocytocine, la tendresse, l'affection, l'amour, quand vous regardez un petit chaton et vous faites « Oh, il est trop mignon », c'est de l'ocytocine pure. La sérotonine, le moi-je dans toute sa puissance, alors, c'est qui le patron? Chérie, regarde un peu l'étagère que j'ai monté, hein. C'est qui le patron? Voilà, ça c'est de la sérotonine pure. Les endorphines, je plane. C'est comme si vous preniez un shoot de morphine. La morphine est un dérivé des endorphines. On est bien et on plane. Okay. Ensuite, en faisant un cocktail de tout ça, eh bien, on a différents états émotionnels. Et il se trouve qu'il y en a un qui est super intéressant, forcément, en état émotionnel, l'amour. Mais l'amour, est-ce qu'il peut se définir dans l'absolu? Non, il va être pluriforme. Il va être pluriforme parce que justement, ça va être différents cocktails de la dose. Donc, dites-vous maintenant clairement qu'on est tous des drogués, qu'on a tous besoin de notre dose de dopamine, de cytocine, sérotonine, endorphine, que l'amour y répond dans des proportions très fortes, mais en fonction de différents cocktails. Et qu'en fonction de ces différents cocktails, ça va être un ressenti physiologique différent et donc une expression de l'amour différente. Si on prend nos tourtereaux là, qui viennent de se croiser, finalement, ils échangent un peu ensemble et on va avoir un cocktail très particulier qui va faire que la dominante, parce que si effectivement la dose est plus forte que l'aversivité, alors on s'engage, alors que si l'aversivité est plus forte que l'addiction, on a tendance à combattre ou à fuir, eh bien, nos jeunes tourtereaux ont eu un cocktail où la satisfaction addictive était plus forte,
dans une composante très très forte au niveau de la dopamine. On l'a vu, c'est le déclencheur dans les 230 millisecondes, puisque c'est la dopamine qui va déclencher les composants motivationnels, les premiers composants émotionnels, les réponses comportementales. Donc la dopamine est très forte. Elle est très forte et elle a également une dimension sexuelle très marquée. Et la sexualité sont des voies dopaminergiques très puissantes. Donc la dimension dopaminergique, au départ, est très très forte. Vu qu'il y a une très forte activation du système nerveux autonome sympathique, donc le cœur qui tape, le souffle court, les papillons dans l'estomac, la dimension endorphinergique est très importante également. Mais au tout début, la dimension sérotoninergique et oxytocinergique est faible. Et lorsque notre couple va aller à la rencontre de l'autre, ça va être d'abord les dimensions oxytocinergiques et sérotoninergiques qui vont être développées. Ou pas. Si c'est ou pas, c'est clairement une relation sexuelle, hédoniste, de plaisir, qui est recherchée. Et non pas la dimension émotionnelle amoureuse, affective amoureuse, parce que à ce moment-là, je dis bien au départ, l'ocytocine et la sérotonine sont sous-représentées dans la potentialité de satisfaction addictive, donc dans la dose. Notre couple, finalement, cède à ce qu'on appelle l'amour éros, la passion de manque, l'envie d'être avec l'autre, l'addiction à proprement parler, où dès que la personne sort de mon champ visuel, ma focalisation attentionnelle demeure dans l'imagerie motrice, dans mon imaginaire, sur l'être aimé, un sentiment de manque très fort naît en moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte, se retrouver. On est dans la passion dévorante, on est dans l'éros à l'état pur. Alors, passion romantique, si la tension au désir sexuel est maîtrisée, contrôlée et n'est pas l'objet de rencontre, si on libère ça, on est vraiment dans l'éros à l'état pur, avec effectivement l'émergence du sentiment amoureux, parce que ce qui va se passer, c'est que l'ocytocine va croître de façon très importante. La sérotonine également, mais étonnamment dans cette phase-là, pas tant que ça. Pas tant que ça, et heureusement, pour deux raisons. Dans cette passion dévorante de l'autre, le fait que la sérotonine soit sous-représentée me permet de laisser la place à l'autre d'exister. Je pourrais mourir pour lui, je pourrais mourir pour elle. Si la sérotonine était très marquée, je me certains dire, ouais, faut pas abuser non plus. Ça dépend justement du degré de sensibilité sérotoninergique, mais ce qui permet de libérer la place à l'autre. Heureusement, parce que pour le coup, la sérotonine est un antagoniste à la dopamine sexuelle et à la sexualité. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à un pic de sérotonine avec une satisfaction sérotoninergique, ça vient désactiver la stimulation dopaminergique liée à l'activité sexuelle. Et là, on commence à sentir que le jeu de l'amour et l'entretien de l'amour est un entretien subtil de satisfaction sérotoninergique pour dire « je te reconnais », mais pas trop, pour entretenir le jeu de tension. Donc, il y a déjà un vecteur qui se joue sur la sérotonine. Toujours est-il, à ce moment-là, c'est l'ocytocine qui va prendre une place forte. Et le besoin de tendresse, de se réunir potentiellement sur un fond de passion dévorante dopaminergique sexuelle, avec une attirance sexuelle très forte. Donc, une tendresse très sexuée. Okay, et là, on est typiquement dans l'amour éros. Cet amour éros, il va se surexprimer au moment de l'orgasme. C'est-à-dire que j'ai censuré toutes les images, ne maîtrisant pas encore une fois de plus la tranche d'âge qui visionne. Au moment de l'orgasme, on a un espèce de cocktail explosif incroyable de surexpression, non seulement de dopamine, d'ocytocine très très forte, de sérotonine
La sérotonine, elle explose à ce moment-là, ce qui donne d'ailleurs la satiété, entre autres, sexuelle. Et alors, les endorphines, c'est feu d'artifice. Et le système amygdalien, il y a un moment de bascule dans la stimulation, dans la tension au désir sexuel, au moment où l'acte commence à se déclencher, il y a un moment où le système amygdalien est déconnecté. C'est-à-dire que c'est généralement là où on se dit après, zut, on n'aurait pas fait trop de bruit. Pourquoi? Parce que le système amygdalien étant déconnecté, finalement, on finit par se moquer un peu de tout. Et plus il sera déconnecté, plus le moment de l'orgasme, à la fois chez les hommes et chez les femmes, sera puissant. D'où ce jeu de bascule à réussir à déconnecter à ce moment-là le système amygdalien. Donc on a une explosion au niveau de la dose, et d'où effectivement le fait généralement que ce soit une phase, une expérience appréciable, fortement appréciable. Et ça va construire en partie et renforcer, parce qu'on va attribuer à l'autre le déclenchement de ces taux de dopamine, de cytocine, de sérotonine et d'endorphine. Parce que c'est bien avec l'autre que je l'ai vécu. L'ocytocine va progressivement augmenter et on va progressivement passer de l'amour éros à l'amour philia. L'amour philia, ce n'est plus aimer l'autre par besoin de l'autre, mais dans une expression que j'emprunte à André Comte-Sponville, que j'adore, qui dit « merci d'être ». Le simple fait d'être là, d'exister, me remplit déjà en soi d'une émotion très forte, très très forte. Et là, pour le coup, on est dans l'hyper-expression de l'ocytocine. Okay. Il y a un point qui est fondamental là-dedans. C'est que ici, ou ici, cocktail des deux, on est totalement shooté aux endorphines. Le fait qu'on soit shooté aux endorphines, c'est comme quand on est sous morphine. C'est pas grave, tout va bien, tout est merveilleux. Et il y a un passage de d'une chanson de Claude Nougaro que j'adore qui dit « Quand le vilain mari tue le prince charmant ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, les endorphines, avec le temps, vont se restreindre. Elles vont devenir de moins en moins importantes, on va voir. Mais comme elles deviennent de moins en moins importantes, les défauts de l'autre commencent à m'apparaître et commencent à me poser problème. Gnarr. C'est pas que les défauts sont apparus a posteriori de la rencontre. C'est qu'avant, pour une bonne part d'entre eux, de ces défauts, ils ne me dérangeaient pas. J'étais shooté aux endorphines. Je dis pas qu'il n'y en a pas des nouveaux qui peuvent s'installer, hein. Mais en tout cas, ceux qui préexistaient étaient déjà là, mais m'impactaient moins, ou pas, ou peu, à cause des endorphines. Et justement, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à avoir des endorphines faibles et une part d'ocytocine fort? Parce que dans l'expérience, si on regarde juste les stats, un mariage sur 2 en province solde par un divorce et 2 sur 3 dans la communauté, du côté de Paris. Donc, statistiquement, ça ressemble plutôt à ça. Au lieu d'avoir le passage de l'amour Eros à l'amour Philia, on a le passage de l'amour Eros à, on va appeler ça des différents. Alors les différents, justement, le truc avec les différents, c'est que notre cerveau va produire des grands pics de dopamine, des grands shoots d'endorphine, progressivement construire de l'ocytocine, mais pendant un certain laps de temps. Vous avez tous dû entendre « l'amour dure 3 ans ». Une vision fataliste. C'est-à-dire que je suis d'accord si on parle de l'amour Eros, qu'on ne fait rien et qu'on a loupé le passage à l'amour Philia. Parce que c'est le facteur d'habituation qui va venir progressivement rogner. Hop, ici. Je reviens ici. Non, pas celui-là.
va progressivement venir ah, je suis en présentation, je ne peux pas laisser descendre la dopamine P, réduire considérablement les endorphines. Les défauts de l'autre, donc là je parle de dopamine P dans le contexte d'excitation, tension, désir sexuel à l'autre, donc le parti Eros. Les endorphines qui vont gentiment diminuer. Les frustrations liées aux défauts de l'autre qui vont m'apparaître. L'ocytocine va gentiment diminuer. Pendant ce temps-là, la noradrénaline va grimper. L'aversivité, par frustration. L'autre qui me fait des critiques en permanence, par là même, diminue ma sérotonine. Et on va finir par se retrouver dans un contexte où la potentialité de satisfaction addictive va devenir inférieure à la potentialité de la potentialité de satisfaction addictive va devenir inférieure à la potentialité aversive. Et on va avoir une aversion. Et on va rentrer dans le combat ou dans la fuite. C'est la partie paglope de la conférence. Et donc, ce qui va jouer, c'est qu'effectivement, dans certains cas, ça va être les bagages et ciao bye. Et dans ce cas-là, on est parti dans le combat ou dans la fuite. Ou alors, la résignation. Et la résignation, elle ressemble à peu près à ça. On pourrait se dire, ouais, mais t'es gentil, mais dans la résignation, la dopamine liée à l'attention au désir sexuel me semble surreprésentée. Oui, effectivement, elle est complètement surreprésentée ici parce que c'est pas elle. C'est pas du tout le circuit dopaminergique lié à la tension au désir sexuel, besoin de l'autre. C'est lié à la stratégie des situations aversives. C'est-à-dire que pourquoi je suis encore avec l'autre, c'est parce que si jamais on se sépare, les conséquences sont telles que l'aversivité sera encore plus forte que si je reste. Et en fait, ce qui devient dopaminergique, c'est rester pour les mauvaises raisons. C'est que la dopamine qui m'amène à rester est produite pour éviter l'aversivité de si je pars. Si j'enlevais ce caractère dopaminergique, le P serait totalement sous-représenté, le S prendrait une part croissante, le O diminuerait encore. Mais quand je reste, eh bien, le P est surreprésenté par évitement aversif. Le O essaie de trouver sa place et de s'en accommoder comme il peut. Le S n'a quand même pas non plus envie de se faire marcher sur les pieds dans tous les sens. Mais il suffit à compenser le tout petit P de la dopamine sexuée, donc du sexuel un peu en berne, et le E quasiment disparaît. Gnard. Ça, c'est la partie paglope. C'est quand le virage ou quand le couple a pris du plomb dans l'aile. Ça peut être très rapide ou alors se mettre en place progressivement dans le temps. J'ai une bonne nouvelle, rassurez-vous. Et voilà, merci, allez, à bientôt. Bonne Saint-Valentin. Non, je plaisante. Fort heureusement, tout ceci n'est pas une fatalité, bien évidemment, et y compris, malheureusement, lorsque, même pas par méchanceté, même pas par non-reconnaissance, mais pris par tous les autres contextes, les environnements dans lesquels on évolue, eh bien, effectivement, l'inéquation initiale, celle qu'on vise, celle-ci, eh ben, elle a pris du plomb dans l'aile. Alors, comment on en revient là? Et comment est-ce qu'on peut essayer de refaire repartir ça quand ça n'a pas eu lieu ou quand ça prend un peu de plomb dans l'aile? Eh bien, on pourrait dire, il suffit juste de faire grimper l'ocytocine. Nope. Ça serait le mauvais pari. Parce que si je fais grimper et que je me concentre sur l'ocytocine, oui, il y aura de la tendresse, mais elle aura du mal à tenir. Parce qu'avant la tendresse, en fait, l'ocytocine, c'est ce qui crée du lien. Mais avant de créer du lien, il faut reconnaître l'autre. Et c'est ce qui, petit à petit, a tendance, malheureusement, à disparaître en premier. Donc, reconnaître l'autre, c'est quoi? C'est de l'écouter dans ce qu'il nous dit. Et non pas dire bah, c'est bon, c'est pas grave. Ou alors, ouais. Il n'en a rien à faire. C'est véritablement écouter ce que revendique l'autre personne, y compris lorsqu'elle revendique quelque chose qui est négatif. Vous n'attendez pas à lorsque le couple a pris du plomb dans l'aile, à ce que la revendication de la personne, de qui elle est, de ce qu'elle vit, etc., soit positif. Non,
Par contre, le fait qu'elle l'exprime, le fait que ça aille pas bien, qu'il y a de la distance, qu'il y a de la monotonie, qu'on ne retrouve pas ci, qu'on ne retrouve pas ça, ce n'est pas de la critique. Et il ne faut pas l'entendre comme une critique, mais comme une expression de ce que je vis. Ça marche dans les deux sens, hein. Que ce soit dans la relation, que ce soit les femmes vis-à-vis des hommes ou les hommes vis-à-vis des femmes. Et d'écouter ce que dit la personne là. Le point d'amorçage, c'est la sérotonine. Parce que je commence à te reconnaître dans ce que tu revendiques, je vais réamorcer la sérotonine. Et parce que je réamorce la sérotonine, je vais pouvoir recommencer à reconstruire ou à reconsolider le lien, l'ocytocine. L'ocytocine va avoir pour effet de diminuer la noradrénaline, donc l'aversivité. Et comme l'aversivité va se calmer, eh bien à ce moment-là, parce que lorsqu'on est en situation aversive, autant vous dire que les circuits dopaminergiques liés à la sexualité sont totalement verrouillés, eh bien à ce moment-là, la relation à l'autre, parce que, mais en préalable indispensable, la sérotonine a été réaffirmée, l'ocytocine réamorcée, les circuits dopaminergiques vont pouvoir se réactiver dans le lien à l'autre et dans le rapport à l'autre. Et commencer à retrouver des terrains dopaminergiques autres que les stratégies d'évitement aversif. Tout un programme. Lorsqu'on parle de sérotonine, c'est bien reconnaître l'autre dans ce qu'il revendique, y compris lorsqu'il revendique quelque chose qui ne va pas bien. Dans l'ocytocine, pour créer du lien, l'écoute, bien évidemment, fondamentale, l'écoute active, ça va de soi, mais également partager des choses. C'est-à-dire partager des choses que je possède avec toi, des envies, des passions, des sujets d'intérêt, des discussions, toujours en conservant la sérotonine, dans le respect de l'autre. Le fait de se mettre à partager et à construire des choses ensemble vont aussi amorcer des facteurs dopaminergiques, non sexués, mais comme l'atteinte d'un objectif. Et progressivement, je vais réussir à atteindre des objectifs, je vais recommencer à reconstruire avec l'autre des facteurs dopaminergiques autres que ceux qui sont sexués et autres que ceux qui sont en évitement aversif. Et effectivement, il y a une nouvelle boucle qui va pouvoir se mettre en place, retrouver le couple, et dans les facteurs dopaminergiques, de la nouveauté. Bien sûr que la routine est importante, parce que si on devait se réinventer tous les jours, ça nécessiterait une énergie, une organisation qu'on n'a pas, qui est physiologiquement parlant, c'est quasiment impossible en termes d'énergie. C'est quasiment impossible. Donc, s'appuyer effectivement sur le repos, sur l'économie d'énergie que nous amène la routine, mais en amenant des éléments nouveaux régulièrement pour pouvoir booster la dopamine. Et là, ça peut être puriforme. Et lorsqu'on amène quelque chose de nouveau, si quelqu'un ne peut pas faire la chose, ne pas dire c'est pas possible, à chaque fois que je prends des trucs, tu peux jamais. Ouais, je t'amène un nouveau sujet et visiblement tu t'en fous. Là, c'est la sérotonine, vous allez replomber la base. Donc on ne replombe pas la base quand on amène quelque chose de nouveau, on continue à reconnaître la personne dans ce qu'elle nous revendique de cette situation-là pour entretenir cette boucle-là. La dopamine va ramener les facteurs motivationnels. Et qu'on l'a vu, c'est une base énorme dans les facteurs de motivation, dans les déclencheurs émotionnels, dans les facteurs corporels. Par contre, quand effectivement on réamorce la boucle, ce n'est pas la dopamine sexuelle qui va se réamorcer en premier, clairement. Okay, ça va revenir, mais ce n'est pas la première amorce. En fait, ça dépend où on en est par rapport à ces stratégies-là. Okay. Donc, facteur de reconnaissance, recréer du lien et ramener effectivement, quand on le peut, au maximum de la nouveauté. Et normalement, il n'y a pas de raison que derrière, on ne finisse pas en amour filial. Après, attention, on est sur des archétypes. Tout le monde n'a pas la même sensibilité à la dopamine, tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'ocytocine, tout le monde n'a pas la même sensibilité à la sérotonine. Donc,
c'est le jeu subtil de l'amour où faut apprendre à le doser, faut apprendre à le tester, faut apprendre à comprendre l'autre, faut aller à sa rencontre et véritablement s'y investir dans toutes les formes qu'on a envie de lui donner. Ok. Et l'amour filial n'est pas en soi une finalité. On peut très bien décider aussi d'avoir un mode de vie où on ne cherche que l'amour éros dans toutes ses formes. J'ai exposé le temps? Non, oh, je suis pas trop mal. Merci pour votre attention en tout cas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, Anne. En fait, il y a une question par rapport à la sérotonine où tu dis qu'effectivement, au départ, ce n'est pas ce qui fonctionne, enfin, qui permet de créer le lien, on va dire. Il faut d'abord qu'il y ait le lien. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui a, en fait, comme tu le dis, une sensibilité plutôt forte dans sa revendication de satisfaction addictive, d'être reconnu dans… voilà, c'est, on va dire, imposant. Hein, du coup, c'est contre-indiqué, en fait. Enfin, ça va l'empêcher de créer ce lien, du coup. Alors… Oui, pour créer le lien, il faut qu'il y ait le facteur de reconnaissance au départ. Donc, alors après, ça dépend où, quoi, quand, comment du contexte, mais il faut toujours qu'il y ait une base sérotoninergique. Quelqu'un qui est très sensible au déclencheur sérotoninergique, il faut impérativement, en priorité, déclencher ce facteur de reconnaissance. Faute de quoi, le lien oxytocinergique derrière ne prend pas, parce que tant que tu ne m'as pas reconnu, il n'y a pas de raison qu'on ait du lien. Oui, mais quelqu'un qui l'est trop. Du coup, effectivement, il a besoin d'être reconnu. Mais est-ce qu'il est en capacité de reconnaître l'autre? Parce que du coup, ça, eh ben c'est ça, c'est ça. On parle bien d'une relation à deux, le sens. Et effectivement, et quelqu'un qui n'est pas d'abord entre guillemets, parce qu'on ne l'est jamais totalement, on l'a vu, c'est des états homostasiques, en satiété sérotonergique, n'est pas en disposition à reconnaître l'autre. Et généralement, plus les personnes se revendiquent dans le moi-je, plus c'est les personnes qui en ont besoin et qui sont les moins enclins à reconnaître l'autre. Et c'est tout le jeu dans l'équilibre du couple. C'est-à-dire que si c'est uniquement unidirectionnel, d'une personne qui a en permanence besoin de reconnaissance et qui ne reconnaît pas en face, la relation ne s'instaure que dans un sens. Et c'est difficile derrière d'aller chercher le facteur de reconnaissance dont tu as besoin, sauf si ma revendication est de te reconnaître. Et donc là, c'est une autre stratégie sérotoninergique. Et ça peut fonctionner, mais ça dépend de la posture sérotoninergique de la personne qui doit reconnaître. Dans les postures sérotoninergiques, quelqu'un qui nous dit « je vais très très mal », etc., est une stratégie sérotoninergique. Ou « je suis dévoué corps et âme à » est une posture sérotoninergique. Ça dépend de ce que revendique la personne d'elle-même dans la relation. Super, merci. Je t'en prie. Yes, Martine. Dans la première partie, avant la pause, tu nous as dit dans les composants corporels qu'il y avait libération de noradrénaline. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on ne soit pas aversif à cette noradrénaline? Moi, j'avais enregistré qu'on était toujours aversif à la noradrénaline. Alors en fait, elles sont produites par les glandes surrénales. Majoritairement adrénaline, légèrement noradrénaline, et par les glandes surrénales. Ce qui, dans effectivement l'approche que nous on étudie, traditionnellement, c'est la libération de noradrénaline directement, non pas par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, mais par l'axe amygdalien locus coeruleus. Okay. Le locus coeruleus qui libère directement la noradrénaline dans le système nerveux central en à peu près 40 millisecondes. Ça, on est hyper aversif. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a c'est teinté de stress, malgré tout, ce moment de rencontre, ce moment de passion là où on est stressé, mais en même temps, on plane un peu, mais en même temps, on a un plaisir réel, mais on a quand même ce petit fond d'angoisse. Ça vient de là. Ok, top. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ça va pour Salut Guillaume. Ouais. Salut Anaïs. Guillaume. Tu peux te déclencher ça tous les jours. Moi, j'aime bien faire la cuisine, donc je m'illustre sérotonine. Parce que je vais faire un truc bien. Lui, non, mais c'est un moyen. Les repas, c'est des moyens de conversation, d'écoute et
et ou tu utilises dans quelque chose. Donc, c'est un bon démarrage. Ça peut se faire au quotidien, tout ça. Totalement, totalement. Et la personne qui cuisine à ce moment-là, au départ, va dans une posture sérotoninergique et ensuite va créer un contexte oxytocinergique de partage. Copain, partager le pain. C'est bien évidemment un contexte très très fort. C'est une stratégie très 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 forte. Faites la cuisine. Faites la cuisine, exactement. Tu as totalement raison, tout à fait. Merci à toi, Catherine. Yes, Anaïs. Alors moi, je me demandais qu'est-ce qui fait que l'amour parfois peut prendre le dessus, par exemple par rapport à une relation amicale ou une relation familiale ou un travail, à tel point qu'on peut parfois nous-mêmes se mettre de côté. Question pertinente, car j'ai oublié de le dire en quoi dans la vision d'aujourd'hui. Et me voilà. Alors, pour le coup, on rembobine ici. Là, je vous ai parlé que d'activateur, donc que d'activation. Notre cerveau n'est pas fait que d'activation. Il y a aussi des processus d'inhibition. Et je les avais zappés. Bien vu. Eh bien, imaginez si en fait, on n'avait que des activateurs. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, pour peu qu'il y ait un potentiel fond de tension, désir, on serait beaucoup plus que 7 milliards. Ça déclencherait en fait en permanence. Eh bien, fort heureusement, on a 3 étapes d'inhibition. La première étape d'inhibition, elle est dans le gyrus. Tiens, je l'avais encore mis en fusiforme. Hop, je ne l'ai pas corrigé, mais c'est pareil. Le gyrus temporal inférieur, j'étais juste plus précis. Dans le gyrus temporal inférieur, dans l'affectation, dans le décryptage de l'autre, on voit qu'il y a une voie qui part dans le système émotionnel. Eh bien, celle-ci, quand le contexte n'est pas approprié, automatiquement, on est capable de l'inhiber. Donc, je vais juste rester dans de l'analyse caractéristique pure. Aucune affectation. Ensuite, il va y avoir une autre étape qui est potentiellement verrouillée. Ça va être dans le cortex orbitofrontal, antérieur droit, celui-ci active. Mais lorsque le contexte n'est pas favorable à ça, lieu de travail, environnement social, le mari ou la femme d'un ami proche, l'environnement dit non. Normalement, le cortex orbitofrontal médian va s'activer. Donc là, on n'est pas sur l'antérieur droit, mais médian, va venir s'activer et désactiver l'affectation de valeur à la tension désir sexuelle. Censé s'activer celui-là. Si jamais le lobe temporal inférieur et le cortex orbitofrontal se sont activés, alors qu'ils n'auraient pas dû s'activer, on a un coupe-circuit qui va se situer dans le gyrus singulaire antérieur, au niveau des neurones prémoteurs, où on va couper le facteur motivationnel. Donc, on a 3 étapes de sécurité pour que ce type de déclenchement, normalement, ne s'adapte que dans les environnements identifiés comme étant favorables pour. On parle de mécanismes profonds avec des intensités de potentialité de satisfaction addictive fortes. Donc, ce sont des mécanismes qui peuvent être régulièrement débordés. Quand ils sont régulièrement débordés, il faut faire un rappel à l'ordre, entre guillemets. Ce rappel à l'ordre, hors pathologie, est censé venir désactiver, pour le coup, cette fois-ci, le cortex orbitofrontal. Okay. Et c'est ça qui est censé réguler les comportements. Ok. C'est ce qui fait qu'on garde toujours quand même une certaine maîtrise de soi, quoi. Exactement, exactement. Et que même si émotionnellement, on sent bien qu'on s'est fait déborder, mais qu'on doit se taire, c'est la dernière sécurité qui inhibe le gyrus singulaire. Ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Ah bah super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère effectivement que ça vous aura donné une autre vision, une autre façon de l'appréhender, de réfléchir, de tramer un petit peu tout ça.
Pour les praticiens et maîtres praticiens BMO, oui, effectivement, je sais que l'information circule depuis quelques temps et il va bel et bien y avoir une spécialisation sur 50 nuances de neurosciences, où on rentrera plus dans les déclencheurs, plus dans les détails, sur un spectre plus large que la Saint-Valentin, où on ira de séduction, désir, amour et plaisir sexuel, dans la pluralité des formes. Donc ça, c'est une spécialisation qui devrait voir le jour au deuxième semestre 2022. Et pour ceux qui découvrent justement un petit peu cette fameuse inéquation, ou un peu abrupte, vu comme ça pour la première fois, je vous invite à vous rendre sur le site de bmo-academy.com. Et ici, vous avez un parcours effectivement de formation et l'initiation elle vous est offerte. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir découvrir cette fameuse inéquation, comment elle se met en place, comment elle fonctionne dans ces grands axes. On est sur une session de 2 heures et vous avez des dates quasiment toutes les semaines pour pouvoir découvrir ça. Et vous aurez également du coup en même temps un espace membre d'initiés qui vous sera créé, dans lequel vous trouverez de nombreuses ressources en lien avec tout ça. Je m'aperçois aussi également que je ne vous ai pas mis une référence qui est super intéressante, qu'on retrouve ici dans les ressources. J'étais persuadé qu'il était dans les ressources. Hop, non, c'est dans les livres, pardon, autant pour moi. C'est Un cerveau nommé Désir qui est ici, qui est un fantastique bouquin de Serge Stoleroux, qui a consacré une grosse partie de sa carrière à essayer de comprendre et décortiquer un petit peu tous ces mécanismes-là. Donc voilà, donc, si le sujet vous a plu, je vous invite également à pouvoir parcourir cette œuvre. Encore un grand merci à vous tous, merci pour votre attention et je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin. Merci toi de même. Bye bye tout le monde. Merci Guillaume. Merci, Guillaume. Ciao, ciao. Bye tout le monde. Bye. Ciao, ciao.